Pour moi, quand on nous demande, c'est quoi les qualités pour écrire, je vais pas vous dire, «Ouais, il faut un super français, il faut lire énormément», même si bon, il faut lire et il faut soigner son français. Mais, pour moi, c'est être déterminé. C'est, vous avez envie d'écrire, vous avez envie d'écrire votre histoire complète. Une fois qu'elle est complète, vous avez envie de la faire publier, continuez sur ce chemin-là. Continuez à écrire, continuez à toujours vous exercer. C'est à force, à force, à force, on y arrive. J'ai mis 10 ans, hein, donc on y arrive. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs consacré à l'écriture et surtout à l'édition de romans jeunesse avec Axelle Collot, qui est une autrice jeunesse que j'avais notamment rencontrée aux Aventurielles et qui écrit pour un peu toutes les tranches d'âge, mais qui surtout a été publiée chez différents éditeurs pour des romans jeunesse et également dans la presse, et a connu ce qu'elle appelle clairement des montagnes russes éditoriales. Et j'avais envie de profiter de cet épisode pour te parler un peu des coulisses de l'édition et de ce qu'on ne soupçonne pas quand un auteur est publié, qu'il s'agisse de la presse ou d'un roman. Je te laisse donc avec notre épisode où nous parlerons d'écriture, de romans jeunesse, mais également d'édition dans la presse et des conseils qu'Axelle donnerait à des auteurs en herbe. C'est parti. Et on est avec Axelle Collot. Hello Axelle. Bienvenue Hello, au Café des hello. auteurs. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Axelle Collot, je suis autrice, jeunesse, young adulte, et je fais quelques pas en adulte de temps en temps. J'habite en Auvergne au pied des volcans et je suis une grande fanat de chocolat, voilà. Et du coup, est-ce que tu écris à temps plein? Est-ce que c'est ta seule activité? Non, pas actuellement, j'aimerais bien à terme, mais pour l'instant, je dirais que c'est, 50 de mon activité. À côté, je suis entrepreneuse. Toi, tu écris plutôt pour la jeunesse et le young adulte quand même, comme tu le disais. Est-ce que c'est un choix que tu as fait? Pourquoi plutôt ces univers-là? J'ai commencé à écrire, en sachant pas que j'écrivais de la jeunesse ou du young adulte, et puis c'est après, en regardant, en lisant, je me suis rendu compte que je me tournais plutôt vers ce type de lectorat, et j'ai été aussi, professeure des écoles dans une autre vie, ce qui fait que j'étais beaucoup, baignée, dans la littérature jeunesse et tout, et j'avais envie d'écrire en fait, les histoires que j'avais dans la tête, elles étaient plus tournées vers ce public-là, vers ce lectorat, et c'est pour ça que j'écrivais, pour eux. Même si ça tend à s'atténuer, j'écris de moins en moins en jeunesse, pure. J'écris de plus en plus en young adulte, même si, la plupart de mes dernières sorties sont surtout en jeunesse. C'est un mode de pensée différent pour toi ou il y a une grosse différence au niveau de l'écriture ou alors c'est quelque chose qui arrive après pendant les corrections, etc. Alors, les 2, c'est-à-dire qu'en premier, on va avoir plutôt le côté, la longueur de l'intrigue, est-ce qu'il va y avoir des intrigues secondaires ou pas, et cetera. Comment elles vont être gérées? Parce que, autant en young adulte, ben, c'est quasi comme en adulte, hein, on peut mettre autant d'intrigues secondaires qu'on veut, on peut mettre plein de personnages, on peut, tout ça. Alors qu'en jeunesse, non, il faut se centrer beaucoup sur, l'intrigue, principale. Éventuellement y mêler 1 ou 2 intrigues secondaires, mais qu'elles aient pas trop non plus d'importance, pour pas perdre le lecteur et les petites lectrices aussi. Et surtout, c'est souvent très centré sur les personnages principaux. T c'est ça, et puis après, en correction, ça va être, élaguer le vocabulaire, heu, toucher à la forme pour que ce soit le plus compréhensible possible, surtout si on écrit, par exemple, pour, avant 8 ans, où là, on va vraiment se concentrer sur la forme, sur les mots, sur, ce qu'on utilise, pas trop de mots, compliqués. Il en faut, mais pour qu'ils les rencontrent, bien sûr, mais il en faut pas trop parce que sinon ça les perd. Il faut éviter certaines structures aussi de phrases qui sont, des fois trop complexes, avec les compléments en premier, avec, des phrases à rallonge. On va éviter la phrase d'un paragraphe, par exemple, en jeunesse, ça se fait pas. Mais après, c'est des jolis défis, autant d'écrire des albums que, d'écrire, des romans pour les 8-12 ans, où là, il faut que ça pulse et qu'on va essayer de pas être trop dans l'introspection et pas trop dans
dans l'implicite. Voilà, surtout ça, il faut éviter le maximum l'implicite quand on est en jeunesse. En young adulte, on peut y aller en étant peut-être, pas trop non plus dedans, trop fort, comme on peut l'être avec des adultes, par exemple. Du coup, toi, pour la jeunesse, tu as écrit pour quelle tranche d'âge Quasiment toutes, en fait. J'ai écrit, un album pour les, 3-6 ans à peu près, qui sort, qui devait sortir en juillet, mais avec le contexte et tout, avec les impressions, il va sortir pour, début septembre, je pense. J'écris aussi, pour les plus de 6 ans avec, La chasse aux fées, qui est sorti, chez Holu et ma dernière histoire chez J'aime lire, c'est 7-10 ans. Ensuite, j'ai aussi écrit pour les 8-12 ans avec les psycho-agents, avec, les pirates quand ils étaient encore là, et puis après les 12-15 et les young adultes, donc avec, Alien, Tisseurs d'esprit et Génération captive. Et alors, de toutes ces tranches d'âge-là, est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué, peut-être le fait d'écrire dans ce style-là, ou c'est plutôt au niveau des histoires que t'as choisies? Ou est-ce qu'il y a un projet qui a été plus marquant, peut-être? Alors il y en a un qui m'a beaucoup bouleversée dernièrement, c'est, ma sortie chez J'aime lire, quoi. C'est une aventure, complètement différente de tout ce que j'ai vécu jusque-là, avec des anecdotes assez marrantes, sur le chemin. Après, la plus émouvante que j'ai, c'est quand je fais des rencontres scolaires avec, pour Alien, pour le roman sur le harcèlement scolaire. Ça, c'est vraiment, c'est des moments souvent très, très forts en émotion et j'en ressors toujours, à la fois vidée et heureuse, quoi. Comment on écrit un roman sur le harcèlement scolaire destiné à des enfants? Eh Des bien, jeunes? déjà, on essaie de se mettre à leur place, au maximum, puis aussi de se rappeler de ce que nous, on a pu vivre aussi à ces moments-là. Hem, Au niveau du harcèlement, en tout cas, c'était un roman qui me tenait, vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Alien, c'est un roman, qui vient vraiment de mes tripes, quoi, parce que, bah, j'avais pas mal de choses à raconter dessus. Je me suis pas beaucoup posé de questions sur la façon dont je l'écris parce que je savais que je le destinais quand même à des grands, c'est-à-dire, quand même à des adolescents, donc des presque adultes, on va dire, hein. Hem, là, quand j'ai un roman qui sort, chez Actu SF en septembre, qui s'appelle Camille et les fantômes de Gergovie. Et ça parle aussi de harcèlement scolaire, sauf que c'est pour les 8-12 ans. Donc c'était un petit défi que je me suis lancé, parce que c'est pas du tout le thème principal du livre, hein. Le thème principal du livre, c'est une chasse aux fantômes et cetera. Enfin voilà, c'est de l'aventure et de la magie. Mais en l'écrivant, en fait, je me suis rendu compte que je revenais sur ce thème-là et au final, c'est suite à après avoir fait des salons, après avoir vu des parents, des enfants et cetera, qui m'ont demandé: «Mais Alien, on peut pas le lire avant 12 ans?» Alors non, je le conseille pas avant 12 ans parce que bon, il est difficile, hein, il est très rude, en termes d'écriture, en termes d'événements, de ce qui se passe, d'émotions. Du coup, avant 12 ans, je pense il est pas facile d'accès et il peut même pas traumatiser non plus. On va peut-être pas abuser non plus, quoi, mais il peut ne pas aider à avoir envie d'aller au collège après, par exemple. Hem, du coup, j'avais envie d'écrire, sur le harcèlement qui se passe à l'école primaire et c'était le cas et Jérôme Vincent, donc l'éditeur d'ActuSF m'a fait, confiance et je le remercie. Et du coup, j'ai repris encore ce thème-là parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens vraiment. Et tu me demandais un autre thème aussi d'un autre de mes romans, c'est dans Génération captive, je parle de viol. Ça a été dur aussi de trouver le dosage. Et ça, je pense que tout auteur et toute autrice qui parle de ces thèmes-là, des violences sexuelles et tout ça, où s'arrête, le voyeurisme, où commence, vraiment voilà, on est vraiment sur, ce que vit, la victime, ce qu'elle ressent et j'avais eu un refus horrible d'une maison d'édition sur celui-là, qui m'avait dit: «Non mais c'est pas comme ça qu'une victime de viol réagit». Alors, comment te dire Mhm. comment vous dire que ça avait été horrible de ressentir ça parce que c'était ma réaction, moi, à mon propre viol, donc j'avais trouvé ça horrible de m'envoyer ça dans la pleine figure, quoi. Parce qu'au final, personne ne réagit pareil, chaque victime est différente et voilà, quoi. Du coup, c'est difficile d'écrire, sur ces thématiques. Quand on se destine à un jeune public, il faut aussi, pas y aller avec ses gros sabots, je dirais. Voilà, savoir, amener les choses par touche, savoir mettre quand même des noms aussi, parce que c'est important pour eux qu'ils aient les vrais mots, pas juste, «Oui, elle s'est fait agresser» ou
Non, non, c'est un vrai viol, c'est du vrai harcèlement, ça existe et puis de donner des solutions et la guérison derrière. C'était ça qui était important pour moi. Et Génération Captive, il est pour quel âge? Alors pas avant 14 ans. 14 ans, Quatrième. c'est quand même assez jeune, hein, finalement. Oui, c'est assez jeune, mais au final, en 4e, 3e, ils sont tous, plus ou moins capables, de comprendre ça et puis d'entendre et de comprendre. C'est le but aussi, quoi. Et c'est important pour toi, ce dialogue avec les différents élèves et les petits lecteurs au cours des interventions scolaires, par exemple? Ah ouais, 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 j'ai trouvé ça enfin, à chaque fois, je trouve ça, très enrichissant. Bon, t'as toujours plein de questions bateaux qui reviennent: «Mais vous viviez de ça?» ou je sais pas quoi, enfin bref, toutes les mêmes questions d'habitude. «Où puisez-vous votre inspiration?» voilà. Mais après, il y a des fois des questions auxquelles on pense pas. On m'a plein de fois me demandé, par exemple pour Alien, est-ce que c'était des choses que j'avais vécues? Et puis d'autres qui m'ont carrément parlé de leurs propres expériences. La dernière intervention que j'ai faite dans un collège, ils avaient préparé des slams sur le harcèlement. C'était, hyper émouvant. C'était très, très beau, pour certains, on sentait que ça venait d'eux, hein, vraiment fort. Donc je pense que le dialogue avec le lectorat, il est hyper important et puis quand on écrit pour la jeunesse, son lectorat, il faut aller le chercher parce qu'on le croise beaucoup moins dans les salons et tout. On les croise, mais avec les parents, on les croise pas tout seul. L'avantage de faire des rencontres, ça permet, d'avoir un contact peut-être plus direct et c'est chouette, quoi. Du coup, on a évoqué pas mal de choses, mais tu as notamment parlé de ta publication par le magazine J'aime lire. Est-ce que du coup tu pourrais nous en parler, peut-être pourquoi avoir fait ce choix qui est quand même assez particulier, et puis comment ça s'est déroulé? Alors, il y a au moins 2 ça fait quoi? 3 ans? Non, 2 ans et demi. 2 ans et demi ou 3 ans, je sais plus. Et j'ai envoyé mon texte, un texte chez J'aime lire parce que ça fait un moment que j'avais, très envie d'être, publiée dans la presse, d'avoir, un pied dans la presse, jeunesse et tout ça. J'avais envoyé, cette histoire il y a 5 ou 6 ans, mais, au J'aime lire Max, c'est le cran du dessous. C'est pour les 6-8 quoi, c'est les textes sont plus courts. En fait, c'est plutôt une introduction, au futur J'aime lire, en fait. Et comme le texte est plus court, j'avais eu, un retour. L'avantage avec la presse aussi, c'est qu'on a souvent des retours détaillés. Donc là, j'ai envoyé, la personne qui s'occupait donc de J'aime lire Max m'avait envoyé un retour qui était très intéressant, qui m'avait fait poser une bonne question, mais bon, je savais pas quoi en faire, donc du coup, je l'avais mis de côté. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de réécrire le texte et en réécrivant, en fait, il est devenu plus long. Du coup, je me suis dit: «Je vais le renvoyer, mais à J'aime lire cette fois-ci». Donc j'envoie, bon, pas de réponse, pas de réponse. Au bout de 5-6 mois, je me dis: «Allez, je vais relancer quand même, on sait jamais» et en fait, ça avait changé de personne. Donc la personne qui est arrivée m'a dit: «Ah oui, j'ai bien vu votre texte, je le lis et puis je reviens vers vous». Quelques mois se passent, encore, hein, les mois, hein, on sait, le temps éditorial est très, très long. Quelques mois se passent et je reçois un mail, assez émouvant, où elle me dit, «Bon, il est pas mal, mais faudrait changer ça, ça et des choses, de forme, un peu de fond, tout ça». Mais sans rentrer dans le texte, c'est-à-dire avec des trucs très général. Sur le coup, je me suis dit, «Mais elle veut pas rentrer dedans, et me dire exactement ce qui va pas parce que là, je sais pas trop ce que je vais en faire» et en fait, je lui ai répondu plus ou moins ça, parce que voilà, j'avais pas envie de perdre mon temps et en fait, elle m'a dit: «Non, mais en 1er lieu, on vous laisse, voir si vous voulez modifier votre texte ou pas». Donc en gros, je pense qu'ils ont le droit à: «Oh non, je ne changerai pas une virgule» ou je sais pas quoi et je lui ai renvoyé mon texte, donc après avoir corrigé en essayant de prendre, l'essence de ses remarques et de mettre dans le texte. Bon, c'était pas évident, mais j'ai essayé. Je l'ai fait assez vite. Elle m'a répondu après plusieurs semaines, bien sûr. Et quand elle m'a répondu, par contre, cette fois-ci, elle est allée surligner dans le texte, elle m'a remis des remarques, elle m'a remis des trucs et là, on a commencé un ping-pong qui a duré quasiment 2 ans. Ouais, avec le covid. Ah oui. Avec le covid, les comités de lecture de Jamir ont été décalés, en fait, plusieurs fois et donc elle est revenue vers moi, machin et en 2020, fin 2020, c'était bon pour le comité de lecture presse. C'est-à-dire qu'à Gémir, il y a 2 comités de lecture. Le comité de lecture, presse, puis le comité de lecture roman de Bayard. Parce qu'après, il est possible et probable pour certains, des romans édités, via Gémir qui ressortent en petits romans derrière. C'est possible. Pas tous, hein. Il y en a certains de chaque année qui ressortent. Une fois que moi j'ai passé le comité de lecture presse où ils étaient à tous à fond et tout contents et cetera, on arrivait au comité de lecture roman et là, c'est là que ça a coincé, une deuxième fois, parce qu'il y avait des choses qui leur plaisaient pas, qu'il fallait que je change et cetera.
Moi, il y avait pas de souci. On a discuté avec l'éditrice, on a fait du ping-pong, on est revenu dessus. Ça nous a pris quelques mois encore, puisqu'il a fallu que ça repasse encore une fois à un autre comité de lecture. Et puis c'est repassé et ça a été validé. Et puis après, on a fait le contrat, etc., etc. Mais ça a pris tout ce temps, ça a pris un bon 2 ans et demi, pour arriver jusqu'au moment où on a signé le contrat, où il y a 5 mois, j'ai reçu les premières illustrations, et où là, il est sorti, et c'est le Gemnir de juillet. Comment tu te sentais avant de signer le contrat et quand ça commençait à être vraiment long? En fait, comme j'avais dit au début, ça aurait été un roman très long, c'est-à-dire un roman de plus de 300 000 signes ou quelque chose comme ça. J'aurais jamais accepté ça. Jamais. Ouais. Là, ça fait 15 000 signes. C'est très court. Le corriger, ça me prend 40 minutes. Voilà, ça passe. Et j'apprenais. Je m'étais dit, c'était le contrat que j'avais fait avec moi-même, c'est je vais jusqu'au bout de ce que je peux faire avec Gemnir. De toute façon, là, je perds pas du temps, je perds rien, parce que ce texte, j'en ferai rien d'autre. Ah oui. Voilà. Ça aussi, c'est un texte court comme ça de 15 000 signes, je suppose que je le placerai d'autre, de toute manière. Donc je me suis dit, voilà, je perds rien, je prends plein d'expériences. En plus, la personne avec qui je travaille est très très bien, très déterminée, très intéressante, très ouverte. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec elle. Et du coup, c'était ça. Je me dis, je prends toute l'expérience, tout ce que je peux. Et voilà. Oui, en fait, c'est simplement les délais qui étaient très longs, décalés. Voilà. Alors, au bout d'un moment, quand elle m'a dit, ouais, le comité de lecture roman, il faudrait changer des trucs, je me suis dit, allez, ça passera jamais, quoi. Ah ouais. Là, je me suis dit, je vais le faire, mais j'y crois plus du tout. Puis quand elle m'a dit, non, mais c'est bon, c'est passé et tout, comme une folle. Ah bah ouais, j'imagine en plus après tout ce délai-là. Et alors, c'est très rigolo, c'est que j'ai reçu le contrat, donc j'ai signé le contrat, tout ça. On a validé le texte final. J'ai reçu les sous assez rapidement, parce qu'ils sont très rigolos. Et puis, mais le numéro sortait pas avant 6 ou 7 mois après. Donc pour moi, c'était même si j'avais reçu la rémunération et tout, c'était pas réel encore. Et puis, il a fallu en fait que j'arrive, que je vois les images de la couverture qui arrive et tout ça, pour que commencer à venir avoir vraiment l'impression que c'était vrai, que ça allait vraiment arriver. Et après, j'ai une copine qui était abonnée et qui l'a reçu. Alors moi, j'ai toujours pas reçu mes exemplaires d'autrice, là. On est le 30 juin. J'ai toujours rien reçu. Je pense qu'ils vont arriver à un moment donné. Si le 15 juillet, j'ai rien, je vais râler un petit peu. Du coup, j'ai été l'acheter. Parce que je pouvais plus attendre, je voulais voir l'intérieur. Parce que contrairement à un roman classique où on reçoit le bon à tirer, donc on reçoit l'intérieur du livre, l'intérieur de l'album, etc., pour valider les derniers trucs avant, la presse, c'est trop rapide en termes de rythme une fois que c'est lancé. Du coup, on reçoit pas le bon à tirer. C'est pas possible. Puis on est trop, en fait. Moi, je suis l'autrice du texte, puis il y a l'illustrateur, puis il y a ceux qui ont fait les jeux, puis il y a ceux qui ont fait le dossier de presse, puis il y a ceux qui ont fait les BD, puis ça fait trop de monde. Ils peuvent pas attendre la validation de tout le monde sur le bon à tirer. Donc, une fois que notre texte il est validé, c'est bon. De toute façon, on sait qu'il n'y aura pas d'autres modifications derrière. On a confiance, quoi. Ils vont faire le truc comme il faut. De toute façon, ils ont des engagements envers leur lectorat depuis je sais plus combien d'années, mais 40 ans. Ouais, je crois que c'est bien installé. Nous, on se dit, mais comment est-ce possible d'être patient à ce point jusqu'à la fin? Est-ce que tu penses que c'est spécifique à ton expérience, peut-être le cas du Covid, ou que c'est fréquent d'avoir ce genre de délai pour publier par exemple dans la presse? D'habitude, non, je pense qu'il y aurait eu moins de délais. Là c'était un délai vraiment long. On a pris 6 ou 7 mois à cause du Covid quand même. Ouais. À mon avis, un an et demi, c'est pas déconnant. Parce que à partir du moment où ils reçoivent les textes, de toute façon, leur calendrier se remplit plus d'un an à l'avance. Oui, en même temps, ils sont un peu obligés, je pense, vu le rythme. Il y a un rythme, c'est 1 par mois, et en plus, il faut qu'il y ait un illustrateur ou une illustratrice qui illustre l'histoire. Et il n'y a pas 2 images, quoi. Il y en a 2 par page. Donc, eux, ils ont besoin de plusieurs mois pour faire les illustrations. Donc, il faut qu'ils aient leur calendrier bien 1 an à l'avance. Là, je sais que j'ai une copine qui a été prise chez Gemnir là. Le sien est prévu pour l'été prochain, je crois. Donc, elle sait déjà la date 1 an avant. Ah ouais. Et du coup, donc ça fait partie des différentes péripéties éditoriales que tu as connues et qui ne sont pas les seules, je pense. Non. Je sais que tu as une autre expérience éditoriale un peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, je vais parler donc de Tisseur d'Esprit. C'est un roman qui est sorti chez Noir d'Absinthe l'année dernière.
Alors c'est un roman qui a vécu un peu un parcours très particulier. C'était une trilogie qui est devenue, un roman seul, un one shot, suite à des modifications et puis quand, il est devenu un one shot, je le destinais aux young adultes au départ et j'avais envoyé à une petite dizaine d'éditeurs à ce moment-là, vraiment ceux que je voulais absolument, quoi. Genre ceux qu'on tape au début, Gallimard, machin, voilà, Hachette et tout ça et en fait, j'avais eu un presque oui, de Castlemore à l'époque, hem, avec, donc l'éditrice de Castlemore qui m'avait fait un retour très détaillé, qui m'a dit: «Bah, si tu veux qu'on le retravaille ensemble et puis après, si tu as bien corrigé, ben, on pourra te faire le contrat». Alors, sur le coup, j'avais dit: «Ouais, bon, OK», j'ai pris le j'aime lire, un peu. Ah oui. «Ouais, c'est une expérience et tout ça, machin» et j'avais été rassurée par d'autres autrices, en fait, autour, qui avaient vécu les choses de la même manière et que le contrat avait bien eu lieu derrière, en fait. Mmh. Et comme, en fait, c'était un de mes à l'époque, ça aurait été mon premier roman ou en tout cas un de mes premiers romans, ils savent pas comment je travaille, donc why not? Hein, je m'étais dit: «Allez, c'est un gros nom, je veux bien me sacrifier un petit peu et puis on va essayer de faire ça». Sauf que ce que j'avais pas prévu et qu'elle n'avait peut-être pas prévu à ce moment-là, c'est qu'elle est partie Ah oui. et le problème, c'est que la personne qui a repris, comme j'avais pas de contrat, elle m'a virée, direct. Ah ouais. Alors déjà, elle m'a pas virée direct. Elle m'a fait attendre 2 mois et demi sans jamais me répondre pour me dire que finalement, il y aurait trop de modifications, donc elle voulait pas le faire. Oui, d'accord. Voilà. Donc moi, je me suis retrouvée avec un roman, un peu bâtard et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à proposer cette version-là ou est-ce que je prends les corrections, qu'avait prévues cette éditrice et puis, je le fais? Il m'a fallu à peu près, 6 mois pour me remettre de la déception. Ouais, bah, ouais, j'imagine. Je l'ai retravaillé, j'ai pris ses remarques à elle et je me suis dit: «Bah, je vais refaire une salve d'envoi avec le roman retravaillé». Et en refaisant cette salve d'envoi, j'ai envoyé, à plusieurs éditeurs. J'ai renvoyé à ceux qui l'avaient déjà eu, mais bon voilà. Et j'ai envoyé à Scrinéo. Et Scrinéo, il est passé au comité de lecture, il y a eu des retours très positifs. J'ai eu souvent des nouvelles pour me dire: «Ah ouais, que c'était bien, machin», pour finalement me dire non. Et je comprends, hein, voilà, c'est parce que j'avais plus ou moins des contacts, du coup, il me donnait les étapes. Mais au final, je préfère qu'on me donne rien du tout et qu'on me dise non. Ouais. Parce que là, j'ai vraiment l'impression enfin, j'étais vraiment en attente pendant, ouais, 4-5 mois de: «Est-ce que ça va être oui? Est-ce que ça va être non?» L'incertitude, c'est compliqué à gérer, en fait. C'est pas tant le non est facile à gérer, c'est non, c'est non. C'est triste, c'est une déception, mais on peut passer au-dessus. Le «oui, mais peut-être, je sais pas, éventuellement», non, ça, c'est la galère, pas possible, quoi. Je préfère qu'on me dise non. Et ça avait été vraiment difficile et du coup, au bout d'un moment, je savais plus quoi faire. J'ai cru que j'allais le mettre, au placard, alors que ça faisait 10 ans que j'étais sur cette histoire quand même. Et puis, j'avais déjà sorti Alien, chez Noir d'Absinthe et j'en ai parlé à Louise, la directrice de collection. Elle l'a lu, elle l'a adoré et on est revenu sur certaines des corrections que j'avais faites, en fait. Dans l'autre Parce sens? q Ouais, en fait, il y a tout un point de vue, un personnage, qui avait un point de vue dedans, qu'on m'avait fait enlever, que donc l'éditrice de Castlemore m'avait dit: «Il faut l'enlever» et tout ça. Et en fait, quand, je lui ai proposé à Louise de le remettre, mais de l'adapter mieux pour que ça se coule mieux dans l'histoire, elle m'a dit: «Mais oui, mais sans, c'est plat, c'est trop plat sans». Enfin, maintenant que je lis le 2 parce qu'elle l'a lu sans et en fait, je lui ai envoyé le point de vue en plus et elle m'a dit: «Non, mais là, faut que tu le remettes». Elle dit: «Ça apporte tellement une dimension de plus, ce serait dommage qu'il y soit pas». Est-ce que tu, comment dire? Tu pourrais nous dire, c'était quel type de personnage ou quoi pour qu'on se fasse une idée de pourquoi c'était plat? Et ben, en fait, au départ, j'avais 2 points de vue. J'avais le point de vue Lucie et Zach, qui sont les héros, en fait et c'était très linéaire. Enfin, c'est une intrigue, classique, young adulte, beaucoup d'action et cetera. On passe de l'un à l'autre et en fait, le point de vue de David, c'est celui que j'avais enlevé, c'est un point de vue flashback, en fait, qui vient en arrière où tu es vraiment dans sa tête, un côté un peu journal intime, quasiment, même s'il relate des événements et tout ça et en fait, il parle plus ou moins à Lucie dans sa tête, enfin, dans ces moments-là. Du coup, c'était un point de vue un peu différent, du point de vue classique, dans une intrigue. Le problème, c'est quand, je l'avais m dans la première version, en fait, qui avait été plus ou moins acceptée par Castlemore là, il était trop en avant et il faisait un effet d'annonce, en fait. Du coup, c'était pas bon. Elle avait raison, hein, je veux dire, il était pas placé comme il faut.
Mais avec Louise, avec Noir d'Absinthe, en fait, on l'a modifié pour qu'il n'y ait plus cet effet d'annonce et qu'il soit vraiment en enrichissement de l'intrigue, en enrichissement de tout ça, et qui donne un point de vue sur ce personnage-là différent, en fait. On a déjà évoqué pas mal de choses sur le côté jeunesse ou même young adulte. Est-ce que tu aurais des conseils pour les auteurs un peu débutants qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à se lancer ou vraiment un conseil qui, toi, t'a beaucoup servi? Alors, pour publier en jeunesse, pour moi, et écrire en jeunesse, il faut en lire. Il faut connaître le public. Parce que si on lit pas des romans, des albums et tout ça, c'est très difficile d'en écrire. Il faut avoir un peu la culture de ça. Parce que on ne sait pas comment on tourne les phrases, parce que c'est différent. Quand on écrit un album, on l'écrit pas d'une même manière qu'on écrit un roman. C'est comme quand on écrit des nouvelles, on l'écrit pas comme d'une même manière qu'on écrit un roman. Mais en lire, ouais. Lire beaucoup, s'intéresser aussi à quoi s'intéresse le public. Qu'est-ce qui intéresse un enfant de 5 ans? C'est pas la même chose qui va intéresser un enfant de 10 ans, ni un enfant de 15 ans, enfin, ni un adolescent de 15 ans. On va pas parler des mêmes choses, et pas de la même manière. Donc c'est pas mal. Et puis ça donne une bonne excuse pour acheter des beaux albums. Avant, j'avais l'excuse de oui, mais j'écris des albums, mais maintenant c'est bon, j'ai l'excuse des enfants. Oui, c'est pour les enfants, mais ils sont trop grands maintenant. Ouais, c'est pas grave. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est pas hésiter à lire, à voir ce qui se fait, puis à se renseigner beaucoup, 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 parce que c'est très calibré aussi. Les collections, elles n'ont pas les mêmes nombres de signes, par exemple, espace comprise, suivant les éditeurs. Parce que des fois, vous pouvez être refusé juste parce que c'est trop long, ça rentrera dans aucune de leurs collections. Hein. Ouais, donc effectivement, d'avoir déjà le bon nombre. Ouais, d'être dans la bonne fourchette, quoi. Et du coup, justement, sur ce sujet qu'en édition jeunesse classique, c'est très calibré, qu'il y a des formats, etc., toi, tu as aussi tenté l'aventure de l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, mon auto-édition, donc, je l'ai fait sur un roman adulte, hein. New adulte, quoi, voilà, à partir de 16 ans, 15-16 ans. Ouais. Parce que je ferai pas de l'auto-édition en jeunesse. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est un point sur lequel je ne dérogerai pas. Parce qu'en jeunesse, c'est difficile d'atteindre son public via les réseaux sociaux, via Internet, via tout ça. C'est très compliqué. L'auto-édition en jeunesse, c'est casse-gueule, quoi. Si on veut faire de la jeunesse en auto-édition, il faut connaître tous les petits festivals du coin. Il faut déjà avoir une grosse base de lecteurs et de lectrices, et de petits lecteurs et de petites lectrices, d'être très connu des précepteurs. Donc les précepteurs, c'est les libraires, les enseignants, les bibliothécaires. Là, oui, ça peut être intéressant. Dire là, par exemple, on a vu que les auteurs de Mortel Adèle allaient ouvrir leur propre structure pour s'auto-publier, plus ou moins. Là, je suis d'accord avec eux. Je veux dire, ils sont hyper connus partout. C'est même, ils ont plus besoin d'éditeurs. C'est pas la peine. Hein. Mais quand on fait de la jeunesse, le mieux, c'est quand même de passer d'abord par des éditeurs, même des petits, parce que l'auto-édition en jeunesse, c'est très complexe. C'est difficile d'aller au-devant son public. Plus difficile qu'en adulte. Là, toi, c'est young adulte / adulte, c'est ça ce projet? Ouais, surtout adulte, ouais. Et alors, tu nous racontes? Et bien en fait, c'est un projet que j'arrivais pas à placer. Mais pas à placer dans le sens, j'ai même pas essayé de l'envoyer celui-là. Hein. C'est que je le voyais nulle part. Parce qu'il y a plein de choses dedans. C'est à la fois du fantastique, à la fois des romances, parce qu'il y a une hétéro et une homo-romance. Donc rien que ça, déjà, c'était mort pour le placer. Ensuite, il y a tout un côté métamorphe, mais il y a un côté science-fiction aussi dedans. Il y a un côté thriller. On change de point de vue. Il y a 4 parties dans le roman avec un point de vue, un personnage par partie. Enfin, la narration, elle est particulière, etc. Et je me suis dit, mais je vais jamais réussir à placer ce truc, quoi. Jamais. Je vais passer 3 ans à essayer de trouver éventuellement une maison d'édition qui en voudra bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi attendre tout ça? J'avais envie d'essayer, j'ai envie de me faire plaisir aussi un peu. Du coup, j'ai demandé à mon illustratrice préférée pour la couverture. Elle a même fait des illustrations pour l'intérieur. On a travaillé avec la maquettiste pour faire un truc super beau à l'intérieur aussi. Enfin voilà. Du coup, je me suis fait vraiment plaisir et je me suis dit, allez, si je le fais à donf, quoi, et je fais un truc super chouette. Et c'était des contacts que tu avais par tes expériences éditoriales? Tout à fait. Par exemple, Tiff, c'est une illustratrice que je suis depuis un moment, que j'ai rencontrée plusieurs fois sur des salons, avec qui je m'entends bien. Et du coup, j'étais allée la voir et j'ai dit, si je veux une couverture de toi, il faut que je fasse quoi?
Est-ce qu'il faut que j'aille sacrifier un poulet en haut du Puy-de-Dôme ou pas? Non, on a juste fait un planning, c'est suffisant. La personne qui a fait les corrections, c'est Anne Ledieu, c'est, la correctrice de chez Noir d'Absinthe. Voilà, avec D'accord. qui que je connaissais déjà, avec qui j'ai déjà travaillé sur 2 romans, donc je sais exactement comment elle travaille, j'aime beaucoup comment elle travaille. La maquettiste, c'est, Justine de la J. Robin Agency, qui est, une agence, de diffusion, pour certains petits éditeurs, moyens éditeurs, et elle est aussi à côté maquettiste, illustratrice, elle fait plein de choses, elle a énormément de casquettes, Justine. Et en fait, elle distribue et diffuse sur certains salons les romans de Noir d'Absinthe. Et du coup, j'ai fait quelques salons avec elle, et quand j'ai su qu'elle faisait aussi les maquettes et tout ça, ben, je me suis rapprochée d'elle et voilà. Quel était, on va dire, ton ressenti du coup sur le fait que c'était toi qui étais aux commandes du projet finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu mais qui est peut-être un peu stressant aussi? C'est très stressant, mais c'est aussi, c'est un peu cathartique, quoi. C'est, «Waouh, je décide de tout!» Oui, mais je décide aussi de tout. Donc c'est génial parce que, du coup, je peux me dire: «Ah ouais, je veux une illustration là, je veux qu'on mette ça comme ça, je veux que ce soit comme ça à l'intérieur» et cetera et cetera et cetera. Mais, ça demande de pas douter sur certains points et d'être sûr de soi. Bon, comme c'est la première fois, je suis pas tout à fait sûre de moi quand même, mais j'essaye et puis je verrai bien. Pour moi, ça nécessite quand même pas mal de confiance en soi, ouais, d'être aux commandes d'un livre au global. Je parle encore assez peu d'auto-édition sur le podcast par manque de place et de temps, hein, clairement. Mais est-ce que pour toi, ça nécessite quand même ouais, d'avoir un peu de confiance, que ce soit en étant passé par d'autres publications ou, parce que je trouve quand même que ouais, c'est pas tous ces choix-là sont pas anodins quoi, et ça peut être effectivement, à mon avis, hyper stressant de se retrouver aux commandes d'un livre complet quoi. Je pense qu'il faut avoir confiance en son histoire, il faut avoir l'envie de partager. Moi, c'était le but. Cette histoire, j'avais commencé à la poster sur Wattpad, parce que j'avais envie de partager. Il y a eu un certain engouement autour, donc je me suis dit: «Bah, ça peut plaire». Voilà et mais surtout, moi, c'était une envie j'avais envie de mettre la main à la pâte, en fait. J'avais envie de me confronter au truc, j'avais envie de faire ma propre expérience, et de faire mon propre petit bébé à moi toute seule. Mm. Alors, j'ai été aidée par plein de monde, je l'ai pas fait toute seule, mais le but, c'était de faire quelque chose de plus professionnel possible, et de pas dire: «Ouais, je vais mettre mon livre sur Amazon et puis voilà, quoi». Non, moi, le but, c'était vraiment, ouais, de faire un bel objet livre, pour que j'ai pas à en rougir en salon, par exemple, de pouvoir aussi le diffuser sur, les canaux. Donc pour l'instant, je suis en campagne Ulule pour, monter le projet. Très compliqué, si c'est la première fois que vous faites de l'auto-édition, je vous conseille pas forcément Ulule. Bon, j'ai tenté l'aventure, on va voir ce que ça donne, ça va finir dans pas longtemps. Mais le but aussi, ouais, c'était de proposer quelque chose de plus professionnel possible parce qu'à terme, en fait, mon but, c'est que mes publications adultes, fin d'ado, adulte, on va dire, si je trouve pas un éditeur qui ait une vraie diffusion, une vraie distribution, un gros éditeur pour mes romans, je passe directement en auto-édition. Et pourquoi? Parce que, j'en suis arrivée à un point où je peux plus rester dans les petites maisons d'édition. C'est-à-dire que si je veux grossir mon lectorat et pouvoir arriver à une professionnalisation et pouvoir réussir plus ou moins à en vivre, il faut que, j'augmente mes lettres de noblesse, on va dire. Soit je passe par une grosse maison d'édition qui va, aller toucher des lecteurs que je ne peux pas toucher moi-même, soit je passe par moi-même et c'est moi qui me vends et c'est moi qui suis maîtresse du truc et ça veut dire que, bon, bah, c'est un sacré boulot, hein, c'est un gros boulot de com, c'est un gros boulot, voilà, de faire tout ça, mais ça ne tient qu'à moi. C'est-à-dire que je dépends plus, «Ben oui, mais si tu veux, on n'a pas le temps de faire la com, ben oui, mais si tu veux», enfin voilà, tout ça. Je dis pas j'adore mes éditeurs, ça se passe très bien avec, et j'en suis très contente, mais j'ai besoin du cran du dessus maintenant. C'est super intéressant que tu nous partages ton point de vue là-dessus, parce que c'est vrai que c'est le cas de plusieurs auteurs autour de moi. Et je pense qu'effectivement, de le formuler ainsi, on comprend très bien aussi que c'est important quand on souhaite se professionnaliser comme toi, vivre de l'écriture à plein temps, qu'il y a, je pense, le moment où ce côté, ce besoin du cran au-dessus arrive, quoi, dans la vie de tous les auteurs, finalement. À moins que ça Mais marche c'est sûr. directement, mais je suis pas sûre que ça soit le cas Non. très fréquemment. Non, puis tu as vraiment le côté, un plafond. En fait, moi, je le vois comme un espèce de plafond de verre.
de l'impression, moi je suis encore, bon, ça commence à sortir, je commence à sortir de la bulle, mais pendant 4-5 ans, je suis restée dans cette bulle de la petite édition, de la micro-édition. C'est chouette, c'est hyper intéressant pour faire ses premières armes, c'est super sympa pour aller faire des salons, c'est super chouette pour rencontrer ses premiers lecteurs, pour commencer à se faire une communauté, pour commencer à avoir ces lettres de professionnalisation, même au vu du reste de la profession. Mais ça, on va pas plus haut, quoi. Pour aller plus haut, il faut soit pouvoir vivre autrement, c'est-à-dire avec l'auto-édition, tu gagnes plus par livre. Voilà, on va pas se le cacher. Par contre, c'est un sacré taf pour en vendre assez pour que ce soit intéressant. Et avec l'édition classique, il faut passer au cran du dessus. Si tu passes au cran du dessus, tu touches plus de public, donc tu vends plus de livres, donc tu as plus de droits, mais aussi tu peux être plus invité dans les salons, avoir plus de visibilité, donc du coup vendre plus, et c'est un serpent qui se mord la queue. Tant que tu n'accèdes pas au cran du dessus, tu restes dans les petites maisons et tu restes, et c'est bien au début, mais tu ne peux pas passer 10 ans de carrière là-dedans. À un moment donné, il faut en sortir. Voilà. J'ai une dernière petite question pour toi. Quels sont tes futurs projets et envies en termes d'écriture, si y a pas trop de secrets? Alors, il n'y a pas des masses de secrets. Je suis pas une grande fan du teasing. Bon, c'est pas que je suis fan, c'est que je sais pas faire en fait. J'aime trop partager, donc j'en parle beaucoup. J'ai plusieurs projets. Donc déjà, le tome 2 des Psycho-Agents sort en septembre aussi. J'ai tout qui sort en septembre, cherche pas. C'est les décalages des plannings. Et du coup, je dois écrire le tome 3 là bientôt. Je dois écrire le tome 2 d'Escape Games, ce que je sors en auto-édition, parce que là, c'est le tome 1 qui sort en premier, forcément. Du coup, je dois écrire le tome 2. Sinon, je vais me faire taper dessus, je pense. Et à côté de ça, là, je suis en train de terminer un premier jet. Et justement, ça va être ma prochaine expérience. C'est-à-dire que c'est un roman young adulte, mais qui peut très facilement... En fait, je peux très facilement le passer en... on va dire 13-14 plus, qu'en adulte pur en fait. Du coup, je vais tester pendant 6-7 mois des maisons d'édition, je leur enverrai. Puis si j'ai pas de réponse, ou si j'ai aucune touche, on va dire, et ben je le passerai en auto-édition. Voilà. Parce que j'estime que maintenant, je peux plus rester en fait sur mes maisons d'édition actuelles. Pour le young adulte. Il faut que je passe au cran du dessus, sinon j'arriverai pas à en vivre, en fait. Pas que j'aime pas leur travail, pas que j'aime pas bosser avec elles, au contraire, j'adore et je trouve qu'elles font du super boulot, mais ça va pas être suffisant pour moi, pour pouvoir manger, quoi. À ne pas oublier. Et il paraît qu'il faut qu'on mange. Et ce projet-là, du coup, tu peux nous en dire un peu plus ou sur l'univers ou quoi, ou c'est secret? Alors non, c'est pas secret. Celles et ceux qui sont abonnés à ma newsletter, à ma cozy letter, le savent. Ça s'appelle Chronique de Zéphyria. C'est un projet de science fantasy. Donc c'est un mélange entre science-fiction et fantasy avec un côté un peu steampunk, mais un univers où il y a de la magie, etc. Et on suit une jeune femme qui s'appelle Évangéline, et dans le prologue, elle meurt. Bon teasing, je trouve. En tout cas, on mettra le lien vers ta newsletter dans les notes du podcast pour ceux qui souhaitent avoir des petites news d'Axel et de ses aventures clairement éditoriales. Merci beaucoup pour toutes ces coulisses et tout ce que tu nous as dévoilé finalement sur l'arrière de l'édition. Je trouve que c'est quand même quelque chose de difficile à aborder. Tu l'as fait avec beaucoup de clarté, je trouve. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit conseil ou quelque chose à dire à nos auditeurs qui, je pense, sont pas forcément encore au point d'envoyer leur manuscrit à des éditeurs, mais qui savent très bien à quel point c'est galère? La persévérance, la détermination, la persévérance. Pour moi, quand on nous demande c'est quoi les qualités pour écrire, je ne vais pas vous dire ouais, il faut un super français, il faut lire énormément, même si bon, il faut lire et il faut soigner son français. Mais pour moi, c'est être déterminé. C'est vous avez envie d'écrire, vous avez envie d'écrire votre histoire complète. Une fois qu'elle est complète, vous avez envie de la faire publier. Continuez sur ce chemin-là. Continuez à écrire, continuez à toujours vous exercer. C'est à force, on y arrive. J'ai mis 10 ans. Hein, donc on y arrive, voilà. Incroyable, merci 1000 fois Axel pour cet épisode. Merci et rendez-vous dans les notes du podcast pour retrouver les livres d'Axel et sa newsletter.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs.